Bonsoir à tous et merci de joindre l'utile à l'agréable en regardant RTI 1. Voici les titres de ce journal. Il s'est tenu ce mercredi 20 octobre 2021 un conseil des ministres de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan. Un conseil sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. 2 projets de loi ont été ratifiés, ont été adoptés ainsi qu'une communication relative au rapport économique et financier 2021-2022. Le Sénat de Côte d'Ivoire organise depuis mardi à Abidjan un séminaire pour l'élaboration d'un plaidoyer auprès du gouvernement en faveur des élus locaux des collectivités territoriales. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 du Forum du Sénat ivoirien. Et puis la ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle est à Ouagadougou en marge du FESPACO. Arlette Badou Nguessan Kwame a rendu une visite à Sa Majesté le Mogona Babaogo. Le souverain aussi a demandé à ses hôtes de perpétuer les liens séculiers et culturels entre les peuples africains. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le Conseil des ministres de ce mercredi a autorisé à travers un projet de loi le président de la République à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires. Appelée Convention Médicrime, elle a été adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou, en Russie. La Côte d'Ivoire va ainsi renforcer son dispositif de lutte contre les menaces à la santé publique. Le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Abola. Il se tient toujours avec cette particularité qu'il a de réunir le président de la République et les membres du gouvernement. Autre particularité, le Conseil des ministres reste l'un des cadres importants pour le président Alassane Ouattara quant à la prise de décrets et autres mesures nécessaires à la vie et la marche de la nation. Avec cette réunion ce mercredi au palais présidentiel, on ne peut encore s'attendre qu'à des nouvelles aussi bien cruciales que rassurantes. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier autorise le président de la République à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires, en abrégé Convention Médicrime, menaçant la santé publique, qui a été adoptée le 28 octobre 2011 à Moscou, en Russie. Cette convention organise le cadre international de coopération entre États en vue de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations contre les faux médicaments et de les sensibiliser sur la nocivité des produits contrefaits, sur le trafic de produits médicaux contrefaits, sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité. Elle prévoit à cet effet des mesures de coordination nationale, de mesures préventives à destination du secteur public et privé et des mesures de protection des victimes et des témoins. La ratification de cette convention permettra de renforcer le dispositif pénal national dédié au secteur médico-pharmaceutique et de lutter de concert avec les autres États contre les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés. Si la lutte contre les médicaments contrefaits est une préoccupation pour le gouvernement, l'impact de la crise sanitaire sur l'économie due à la Covid-19 en est une autre. Face à cette situation, l'État, qui ne veut pas baisser les bras, décide, selon le Conseil, d'un certain nombre de mesures pour la relance. Le Conseil a adopté une communication relative au rapport économique et financier 2021-2022. Il en ressort que l'année 2020 a été marquée par l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a négativement affecté l'activité économique mondiale, à la fois sur l'offre et la demande. Les actions entreprises par le gouvernement pour contenir la propagation de la pandémie, puis pour juguler les effets sur l'activité économique et sur les populations vulnérables, ont permis d'éviter la récession. Cette croissance économique est estimée à 6,5%
en 2021 contre 2% en 2020. Elle a été portée au niveau de l'offre par le secteur de l'agroalimentaire, des BTP et des produits pétroliers, et au niveau de la demande par la consommation et les investissements. La croissance de l'économie nationale devrait pouvoir se consolider, voire connaître une accélération en 2022, avec un taux qui ressortirait à 7,1%, soutenu notamment par les performances du secteur de la production agricole, des industries manufacturières, de l'extraction minière, de l'énergie, des transports, des télécommunications et du commerce. Les prévisions des finances publiques en 2022 tablent sur une amélioration du solde budgétaire global en ramenant le déficit à 4,7% en 2022 contre 5,6% estimé en 2021. Notamment grâce aux réformes économiques et financières, ainsi qu'à l'amélioration continue de la gouvernance et au renforcement de l'environnement des affaires. Par ailleurs, le Conseil des ministres a mis l'accent sur la question du budget au titre de l'année 2022. Il s'agit précisément d'un projet de budget à mettre en place pour le raffermissement de la mise en œuvre du plan national de développement. Le Conseil a adopté 2 projets de loi ainsi que les communications y afférentes. Le premier projet de loi est relatif à la loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Ce projet de budget est marqué par le contexte de reprise de l'activité économique après la contraction de l'économie mondiale enregistrée en 2020. Le budget de l'État pour l'année 2022 vise à raffermir et à optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le gouvernement, mais également à poursuivre les objectifs nationaux de développement orientés vers l'amélioration substantielle des conditions de vie de la population à travers des mises en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025 et du second programme social du gouvernement, le PS-Gouv2. À cet effet, le budget pour l'année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en dépenses à 9 901,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 17,9% par rapport au budget initial de 2021. De la lutte contre les faux médicaments au projet de budget visant au raffermissement de la mise en œuvre du plan national de développement en passant par la démarche en vue de la relance économique, autant de mesures portées à la connaissance des journalistes venus s'enquérir des résultats de cette réunion du Conseil des ministres. Et pour rester égal à lui-même, le Conseil a jugé utile de communiquer sur sa prochaine session. La rencontre qui va donc succéder à celle qui vient de se dérouler est prévue le 3 novembre prochain. Et on s'intéresse à présent à l'agenda du Premier ministre. Ce mercredi, en fin de journée, Patrick Hachi était en visioconférence avec David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Au cœur des échanges, l'accompagnement du groupe à la mise en œuvre de l'ambitieux plan de développement 2030. La banque a engagé ces 12 derniers mois près d'$1 milliard sur la Côte d'Ivoire. Un financement en termes d'appui, notamment sur le fonds de l'IDEA, l'Association internationale de développement, et entend renforcer ce soutien. On écoute la représentante de l'institution. Elle est au micro d'Alexis Ouedraogo. Nous avons la chance d'avoir eu une réunion, une rencontre maintenant entre Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi et le président de la Banque mondiale, David Malpass, qui s'est focalisé en effet sur ce plan national de développement et cette vision 2030 qui a été développée et qui est très ambitieuse. Parler des grands défis qui existent en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on peut
stimuler l'investissement du secteur privé, pour stimuler la productivité en agriculture. Comment est-ce qu'on peut aider à développer de vraies filières agricoles qui soient plus rémunératrices pour les petits producteurs en particulier. Comment est-ce qu'on peut soutenir la transformation de ces produits? Comment est-ce qu'on peut veiller à ce que la jeunesse ait les compétences nécessaires pour participer à ces filières et à la production? Et ensuite, comment s'assurer que le capital humain aussi est à la hauteur avec une meilleure éducation, de meilleurs services de santé et aussi une meilleure infrastructure à travers tout le pays. Et je pense que ça, c'était vraiment un des derniers points sur lesquels nous avons beaucoup discuté, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer que le développement soit partagé à travers tout le pays. On sait que le PND est un PND solidaire et la solidarité se marque aussi par une solidarité territoriale. Je vous le disais en ouverture de cette édition, une rencontre des élus se tient à la permanence du Sénat à Cocody. Les parlementaires planchent sur l'élaboration du plaidoyer de l'institution auprès du gouvernement en faveur des élus locaux, des collectivités territoriales. En toile de fond, la rencontre vise à produire un document qui plaidera pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos élus locaux. Ahmed Traoré, Herman Guibé. Transfert des compétences. Statut des élus locaux, statut du personnel des collectivités territoriales. 3 points au cœur du séminaire du Sénat qui a pour thème élaboration du plaidoyer du Sénat auprès du gouvernement en faveur des élus locaux des collectivités territoriales. Ce cadre de concertation et de réflexion permettra d'élaborer un agenda dans lequel seront déclinés des chantiers d'ici 2030. Il est bon qu'à un moment on s'assied pour savoir qu'est-ce qu'on appelle transfert de compétences de l'État au territoire. Parce qu'en même temps qu'il y a décentralisation, il semble qu'il y a des blocages. Donc il est bon qu'on s'asseye et demander aux personnes concernées de décliner les difficultés pour que nous puissions organiser les plaidoyers auprès du gouvernement. Les travaux du séminaire seront répartis entre 3 commissions et sous-commissions sous forme de table ronde, une démarche bien appréciée par les élus. Ce séminaire concernant le plaidoyer du Sénat auprès du gouvernement relativement aux conditions des élus locaux des collectivités est un séminaire qui vient à point nommé. Comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, le Sénat a été mis en place pour permettre donc aux collectivités d'avoir un cadre de réflexion permanente et pouvoir améliorer la politique de communalisation du gouvernement ivoirien. Le séminaire qui débute ce matin est une aubaine pour nous parce que c'est l'occasion de mutualiser les efforts de tous les acteurs de collectivités territoriales, de la gouvernance locale, à l'effet donc d'adresser les problèmes que ces acteurs la rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions et pour les statuts différents. Cette rencontre des élus, débutée le 19 octobre, se poursuivra le 20 et le 21 octobre 2021 à la permanence du Sénat de Côte d'Ivoire à Abidjan. Sur la tribune du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Nguessan Dofou, a sollicité l'adhésion des populations en vue du succès du recensement général de la population et de l'habitat 2021 qui se tiendra du 8 au 28 novembre prochain. Pour cette opération, les 28 000 à 500 agents recenseurs seront déployés sur le terrain. Didier Nguessan. 40 000 agents mobilisés, dont 28 500 agents recenseurs, seront déployés sur le terrain du 8 au 28 novembre prochain. 3 semaines pour quadriller le territoire national et collecter les informations sur la population et l'habitat. Une opération qui suscite de nombreuses interrogations. D'où le choix de ce sujet pour le 2e numéro de la nouvelle plateforme d'échange sur l'actualité gouvernementale dénommée Tout savoir sur. Une initiative du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Dofou Nguessan, directeur général de l'Institut national de statistique, était l'invité principal. Les résultats obtenus de ce recensement vont permettre d'évaluer les politiques nationales de développement. Vous avez l'électrification rurale, l'adduction en eau, les filets sociaux, l'érection des campements en village, etc. Après son propos liminaire, Dofou Nguessan s'est prêté aux questions des journalistes et internautes à qui il a donné des assurances quant aux dispositions pratiques mises en œuvre du point de vue sanitaire et sécuritaire pour la réussite du recensement.
L'agent recenseur, il aura d'abord un chasuble avec bien sûr l'insigne de l'Institut national de la statistique, du BTPR. Il aura sa tablette, il aura un gel et il aura son cache-nez. Donc autant d'éléments pour garantir à l'agent lui-même et aussi pour ne pas qu'il tombe aussi malade, mais aussi qu'on protège le ménage. Le premier recensement de la population et de l'habitat a eu lieu en 1975 et le dernier en 2014. Le RGPH 2021 en est le 5e. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, célèbre demain, jeudi 21 octobre, la journée africaine des droits de l'homme. L'objectif général de cette célébration est de vulgariser les mécanismes africains de promotion et de protection des droits de l'homme à travers l'édition d'un document. Et justement, un prix des droits de l'homme vient d'être initié. Il vise à encourager les personnes ou organisations œuvrant dans ce secteur. Un prix parrainé par le Premier ministre, selon Éric Goré. Promouvoir les droits de l'homme, s'investir dans la paix et le développement, c'est en substance le modèle de personne qu'il faudra pour avoir le prix des droits de l'homme de l'édition 2021. Ces informations données lors du lancement de ce concours. Il faut être une OSC avec tous les documents légaux. On peut être une personne physique de bonne moralité. On souhaite que les personnes qui postulent nous proposent soit des projets déjà mis en œuvre qui ont impacté les populations. C'est une très belle initiative. Elle vise aussi à mettre la question des droits de l'homme au cœur de la vie sociale. Notre pays sort d'une crise et on cherche des voies et moyens pour que les Ivoiriens se retrouvent, quelle que soit leur appartenance politique. Donc le Conseil des droits de l'homme fait aussi sa part pour que les Ivoiriens se retrouvent et que ce pays aille de l'avant. À travers ce prix, Namisata Sangari entend inviter tous les Ivoiriens à l'entente et à l'union en privilégiant dans leur comportement les droits de l'homme. Ce prix vise à soutenir les initiatives et projets de terrain conçus et mis en œuvre par les acteurs des droits de l'homme pour la consolidation de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Permettre aux organisations de la société civile d'être plus proches des communautés ou des populations à travers des approches innovantes. Ce prix est décerné chaque 10 décembre pendant la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Le Premier ministre Patrick Achi est le parrain de cet événement. Et puis, il est bon de savoir que le Parlement européen a décerné ce mercredi 20 octobre le prix Sakharov de défense des droits humains et de la liberté de penser à l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny. C'est l'Italien David Sassoli, le président de cette assemblée, qui l'a annoncé. Le choix d'Alexei Navalny a immédiatement été salué par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sur fond de tension entre la Russie et les Occidentaux. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est au Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, le général Vagondo Diomandé a pris part à la deuxième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur les problèmes rencontrés dans les espaces frontaliers des deux pays. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord relatif à l'institutionnalisation des rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives de nos deux pays. À Boussanogo. Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins, République du Faso. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé à la deuxième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Faso et de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre relatif à l'institutionnalisation de rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières des deux pays. Il s'est agi durant les travaux pour le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation du Burkina Faso, Pegwenge Clément Sawadogo, d'examiner et d'adopter les résultats des travaux de la rencontre des autorités administratives frontalières des deux pays tenue du 7 au 9 avril 2021 à Banfora. Les deux ministres ont également planché sur les difficultés dans les espaces frontaliers des deux pays et donné des orientations en vue de renforcer l'intégration et la cohabitation pacifique entre les populations frontalières. Une gestion efficace et efficiente des frontières et des espaces frontaliers répondant de la manière la plus adéquate aux besoins des populations nécessite une coopération dynamique entre les acteurs de part et d'autre de la ligne frontière.
par votre engagement personnel, vous traduisez sur le terrain et vous donnez par la même occasion à nos populations l'exemple du type de cohabitation auquel nous aspirons pour la préservation de la paix et la cohésion sociale dans nos zones frontalières communes. Pour ce qui est des recommandations, il était question de définir un chronogramme budgétisé du processus de matérialisation de la frontière qui sera porté à la connaissance des ministres au plus tard le 15 novembre 2021. Renforcer la coopération militaire entre les forces de défense et de sécurité dans les zones frontalières. Intensifier les opérations militaires conjointes. Poursuivre les rencontres des autorités frontalières. Se donner les moyens de la mise en œuvre du plan d'action 2021-2023. La troisième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire aura lieu en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 20 octobre 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 2262 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 28 guéris et 4 décès. À la date du 20 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 113 cas confirmés, dont 59 602 personnes guéries, 689 décès et 822 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 066 678. Le 19 octobre, 30 671 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 952 071 doses du 1er mars au 19 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Covid-19 toujours, les États-Unis se préparent activement à pouvoir commencer dès le mois prochain la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer lorsque l'autorisation aura été donnée par les autorités sanitaires. Deux agences de santé doivent d'abord se prononcer. Un comité consultatif de l'Agence américaine des médicaments étudiera les données fournies par Pfizer mardi prochain. La FDA devra ensuite officiellement autoriser le vaccin pour cette tranche d'âge. La ministre gouverneure du district autonome des Lacs est en tournée contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Raymond Goudou Kofi a appelé les femmes visées par l'opération à également se faire vacciner contre la Covid-19. Semaine rose à Toumoudi. Lancement d'une campagne d'information, de sensibilisation et du dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. Lors d'une séance précédente, les praticiens ont découvert une boule dans l'un des seins de Dame Nguessaou Elisabeth. Prise en charge entièrement par la ministre gouverneure, l'intéressé témoigne. Ils ont regardé, on dit c'est cancer du sein. Ils ont payé tout, ils ont fait opération. C'est maman Raymond Goudou. Ces pathologies ne constituent pas une fatalité. Message d'espoir délivré par le professeur Didi Koko. Lorsque le cancer est en train de se développer dans un corps, il faut respecter ce que la médecine dit, afin que s'il est là, on puisse le voir tôt. Et dans ces conditions, on peut en guérir sans forcément perdre l'organe qui est malade. Cette campagne est une possibilité offerte aux femmes de Toumoudi pour protéger leur vie en écoutant leur corps. On doit, à notre siècle ici, faire en sorte qu'il n'y ait aucun décès suite à un traitement du cancer. On doit pouvoir vivre avec son cancer. L'Organisation mondiale de la santé est partenaire de cette campagne. Pour le représentant pays de ce système des Nations Unies, cette campagne s'adresse à la cible vulnérable de la société pour la croissance et le bien-être. Lorsque vous adressez toutes les questions de santé de la mère et de l'enfant, vous adressez 90% des problèmes de santé. Ce qu'elle fait là, c'est pour réellement améliorer les indicateurs de santé. C'est travailler vers la couverture santé universelle. Ça commence par là. Après Toumoudi, Daoukro et Bokanda, les cancers du sein et du col de l'utérus ne cachent pas la menace de la Covid-19.
La ministre gouverneur appelle donc les populations à respecter strictement les mesures barrières et à se faire vacciner. On reste à l'intérieur du pays, dans le département de Kounaïri, où l'hôpital général, un établissement sanitaire de référence de la localité, était sans ambulance depuis quelques mois. Une difficulté que vient de lever le chef de l'État, qui vient de remettre une nouvelle ambulance médicalisée à la localité. Le film de la cérémonie de remise avec Mahama Traoré. Dans la cour de la préfecture du département de Kounaïri, le masque Goli est venu traduire à travers quelques pas de danse le soulagement des populations d'accueillir la nouvelle ambulance médicalisée de l'hôpital général. La dernière ambulance que nous avons reçue ici date de 2015 lors de la visite d'État du président de la République dans le département. Elle est quasiment en état d'épave. Remis au corps médical au nom du président de la République par le préfet de Kounaïri, l'engin est équipé pour la prise en charge des malades en cours d'évacuation. Cette ambulance vient apporter un peu de réconfort aux populations en facilitant l'évacuation des malades. Monsieur le préfet, au nom des populations, nous vous demandons de traduire toute notre gratitude au président de la République. Je voudrais engager les responsables de la santé, le COGES, pour une utilisation opportune et efficiente de cet outil de travail. Après cette ambulance, l'hôpital général de Kounaïri espère bénéficier de nouveaux services, dont un cabinet dentaire, des laboratoires et des blocs gynéco-obstétriques, ce dans le cadre du vaste programme de remise à niveau des centres de santé initié par l'État sur l'ensemble du territoire. Retour à Abidjan avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, qui a lancé officiellement à la Maison de la Presse au Plateau son magazine d'information intitulé UNJCI Mag. Cette publication périodique a pour objectif de communiquer sur les activités de la fêtière et de la Maison de la Presse d'Abidjan. Jean-Marc Djadji. UNJCI Mag, le premier magazine de la fêtière des journalistes. Ce bimestriel de 52 pages en quadrichromie est présenté à la corporation. Il offre une visibilité permanente aux partenaires et favorise l'interaction dans le secteur des médias. UNJCI Mag met également en avant le professionnalisme et l'excellence. C'est un magazine qui a pour but de combler ce vide-là et de donner, de servir de courroie de transmission entre les partenaires de l'UNJCI qui impulsent une dynamique aux activités de cette union-là. Il n'y a pas d'acquis définitif. À chaque papier, une remise en cause pour prouver qu'on reste toujours les meilleurs et le numéro 1. Et c'est en cela l'avènement de ce magazine de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire que nous eûmes le privilège de porter sur les fonds baptismaux en 1991 est une grande fierté. Avec ces 6 rubriques, cette nouvelle périodique est une opportunité d'expérience pour les journalistes débutants. Toutes les questions qui vont dans le sens de l'intérêt social y sont développées. Le cahier des médias est un instrument didactique et de partage d'expériences, permettant aux professionnels des médias les plus émérites de faire profiter de leur vécu professionnel et de leurs précieux conseils. Le premier numéro du UNJCI Mag s'intéresse à des sujets pertinents comme l'impact de la Covid-19 sur les entreprises, un grand angle sur les anciens présidents de l'UNJCI et un portrait de l'étalon du journalisme professionnel, Noël X Ebony. Et on ne saurait refermer cette page d'information sans faire un tour au Burkina Faso où la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle est à Ouagadougou dans le cadre de FESPACO. Arlette Badou-Nguessan et plusieurs de ses homologues en charge des questions culturelles ont rencontré le Mogo Nahaba, une occasion pour s'imprégner de la culture de Burkina Faso. Serge Koléa. 3 ministres en charge de la culture dans leurs pays respectifs chez le Moro Nahaba. La délégation est conduite par Élise Ilboudou-Jombiano du Burkina Faso. À ses côtés, les ministres Arlette Badou-Nguessan de la Côte d'Ivoire et Achta Djibrine du Tchad. À la faveur de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il s'agit pour elle de s'abreuver à la source des traditions du royaume Mossi.
C'est vrai, il y a la modernité, mais lorsqu'on enlève la modernité, on sait bien que les premières autorités qui arrivaient dans ces régions-là se référaient tout de suite à la personne donc la mieux indiquée, qui est le Moro Naba, qui est donc le garant de la culture sur la terre du Moro. Et je crois que c'est tout à fait normal que nous soyons ici et que les autorités, lorsqu'elles viennent, cherchent en tout cas vers où se retrouver, se référer, se ressourcer. Nul ne peut prétendre adresser une question de culture sans se référer aux référents. À travers les conseils qu'il nous a prodigués, nous voyons clairement sa détermination, sa volonté de faire de la culture le socle de tout développement et surtout nous encourager à nous identifier à nos valeurs traditionnelles, à nos valeurs culturelles. Autorité morale, sage, médiateur, le Moro Naba est consulté pour toute décision importante liée à la vie de la nation. Le souverain reste le garant d'un héritage ancestral qui date du XIIe siècle. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Je vous remercie de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée à tous. Bonsoir.